Des lieux de mémoire comme évidemment toutes les plages, que ce soit Utah, Sword, Juneau, Omaha, que ce soit la pointe du Hoc sur laquelle il faut aller pour se souvenir, le port Winston à Romanche, qui est un des points d'orgue de ce débarquement, qui a été l'idée de génie pour pouvoir installer et faire débarquer toute l'infrastructure des Alliés. Ça a été Port Winston, quelque chose de totalement étonnant, qui a fait dire à Albert Speer que cette idée géniale a anéanti en 15 jours le mur de l'Atlantique, parce que les Allemands n'avaient absolument pas envisagé ce genre d'initiative. Et puis il y a les cimetières, il y a ce cimetière américain de Colville qui est d'une émotion absolue face au-dessus d'Omaha Beach. Et puis il y a également le cimetière allemand de la Cambe qui lui aussi est porteur d'une émotion absolument incroyable quand on rentre par cette toute petite porte à travers du granit noir. Et puis au-delà de ces monuments, de ces musées et de tous ceux qui œuvrent pour le travail de mémoire, il faut pas oublier ceux qui font perdurer le souvenir et ceux qui entretiennent l'amitié, parce qu'il y a aussi cela qui est important. Il faut absolument se souvenir ensemble que la guerre, il y avait d'un côté et de l'autre, mais tout le message de ce sujet, c'est la réconciliation. Entre le débarquement et la capitulation nazie le 8 mai 1945, ce sont des centaines de milliers de soldats allemands qui seront faits prisonniers. Johannes Borner en a fait partie. Cet ancien parachutiste allemand a vécu la montée du nazisme dans son pays et l'embrigadement massif de la jeunesse. Il a 18 ans lorsqu'il s'engage dans l'armée. On a obéi, il fallait de toute façon obéir. On ne pouvait pas bien contrer. On était tellement jeunes aussi, on pense à ça quand même, on pensait, comme on disait toujours, à notre fureur. Au moment du débarquement, Johannes est à Landerneau, en Bretagne. Avec sa troupe, il parcourt à pied et de nuit les 350 km qui le séparent de Saint-Lô. Après plusieurs semaines de combats acharnés, il se retrouve pris au piège, encerclé de toutes parts par les Alliés, dans la poche de Falaise. Une bataille qui hante encore aujourd'hui sa mémoire. C'était vraiment affreux, terrible. On ne dormait pas, on n'avait presque rien à manger. Et puis, on était attaqué jour et nuit. Et vraiment, il y avait des catastrophes partout. Quelquefois, on le mangeait aussi, et sans vouloir, on mangeait aussi. C'était des catastrophes partout. C'est là, le 21 août 1944, qu'il est fait prisonnier par les soldats canadiens. Pour lui, c'est alors le début d'un long parcours de prisonnier de guerre, où il est envoyé en travail forcé sur les champs. À sa libération en 1948, Johannes a le choix entre rester en France ou retourner chez lui en Allemagne de l'Est. Une option dont le dissuade son père. Mon père m'a écrit quand même, et si ça te plaît en France, reste là-bas encore. Parce qu'ici, je ne peux pas écrire ça par lettre, mais ça ne va pas ici avec le russe et tout ça. Surtout, ne reviens pas tout de suite. C'est très dangereux. Johannes commence donc une nouvelle vie de civil. Il s'intègre progressivement et sans difficulté, à tel point qu'il épouse une Française en 1956. Et comme un symbole de réconciliation, Johannes, l'ancien soldat de l'armée de l'air allemande, est aujourd'hui un ami intime de Léon Gauthier, ancien membre du célèbre Commando Kiefer. Ennemis, en 1944, les deux hommes sont désormais frères à Ouistreham. Et cette amitié pour Léon n'est pas plus différente qu'une autre. Quand on se rencontre, on est content de se rencontrer, de dire bonjour, ainsi de suite. On se tutoie. On a passé un Noël ensemble, par exemple, vous voyez. C'est comme ça, c'est une amitié. Comme j'ai les copains ici, Johannes est parmi ceux-là, au même titre. Ça, c'est le camp d'entraînement. C'est pris le 14 juillet 1943, 43, au camp d'entraînement des commandos, tu vois. Oui.
Donc, tu me prends Et si les 4 deux livres, hommes peuvent aujourd'hui se remémorer certains moments de la guerre qui les a opposés, c'est peut-être aussi grâce à des gestes très forts de réconciliation. Vous savez, le chemin nous a été montré quand même par De Gaulle et Adenauer. Hein. C'est eux qui nous ont montré le chemin, en fait. Hein. Parce que vous savez, la guerre, c'est pas drôle hein, quand on l'a subie. Hein. On veut pas que ça recommence. En 2014, lors des commémorations du 70e anniversaire du débarquement, Léon et Johannes ont offert une image très forte de cette réconciliation. Car devant les caméras du monde entier, les deux hommes ont marché côte à côte et se sont donné une accolade qui a marqué tous les esprits. C'était pas notre idée, mais on nous l'a demandé, on n'a pas refusé. On a dit bon, c'est bien, pas de problème, au contraire, nous étions très heureux de le faire. Ça montrait au monde qu'il fallait garder cette paix si précieuse que nous avons actuellement. Mais il n'a pas fallu attendre 2014 pour que les Français tendent la main aux Allemands. Anne-Marie et Georges Denisot ont créé en 1959 l'association caennaise pour la connaissance de l'Allemagne. C'est grâce à eux que la ville de Caen est désormais jumelée à celle de Würzburg, en Allemagne, au tract symbolique dont ils sont particulièrement fiers, le dépôt d'une gerbe par 500 soldats allemands sur le monument aux morts de Caen en 1963, un moment dont Anne-Marie se rappelle avec émotion. Tout s'est déroulé dans le calme, dans une émotion intense de part et d'autre. Et là, notre association, nous avons pensé que c'était déjà un bel exemple de réconciliation qui nous mènerait plus tard vers l'amitié. Sur le chemin de la réconciliation tracé par De Gaulle et Adenauer, Léon Gauthier, Johannes Borner, Denis et Anne-Marie Denisot incarnent ces histoires d'amitié franco-allemande, des exemples d'union pour graver à jamais cette belle paix entre les peuples. C'est un exemple plus qu'essentiel. Aujourd'hui, ce que nous venons de voir, c'est vrai que cette accolade entre Léon Gauthier et Johannes était impressionnante l'an passé pendant les cérémonies du 70e anniversaire. Plus qu'impressionnante. Plus qu'impressionnante. Marc Extrêmement Potier, vous émouvante. nous avez accompagnés pendant toute cette semaine dans les sujets. L'importance de la parole pour un historien qui est spécialisé sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est au-delà de l'important, c'est essentiel. Elle est fondamentale. On a besoin de ces témoignages, on a besoin de cette histoire qui est racontée pour la comprendre, pour l'écrire et puis surtout pour la transmettre. Dites-moi, attends, une question, vous avez aidé, c'est vrai, et on vous a vu intervenir sur le feuilleton tout au long de la semaine. Ces images que vous nous avez montrées, qui sont des images assez exceptionnelles, ce sont des images de cinéastes amateurs, c'est ça? Alors certaines, mais aussi de ces reporters américains, de ces journalistes qui étaient présents dès le 6 juin, voilà, Capa et autres. Et ces images, alors elles sont collectionnées, notamment par la Fabrique de patrimoine en Normandie, la structure que j'ai le plaisir de co-diriger et qui a permis, voilà, de fournir quelques-unes de ces très belles images qui ont servi à ces reportages. C'est vrai que certains donnent des films, et les films évidemment sont restaurés, de sorte qu'à chaque fois on découvre de nouvelles images, hein, c'est-à-dire des angles, et notamment ceux des civils, qui est une vision aussi différente de celle des militaires, et notamment des centres de reportage tels que Capa ou de toutes les missions américaines, anglaises ou même allemandes d'ailleurs, de propagande. Oui, parce qu'il fallait aussi raconter ces civils qui en Normandie, 20 000 victimes civiles, ces bombardements, ces villes détruites. Et il y a ces images de reporters de guerre, mais il y a aussi ces photos et même ces images qui ont été tournées par des amateurs qui nous disent autre chose de cette bataille de Normandie. Vous avez fait paraître d'ailleurs récemment un livre, Enfants au débarquement, on va le voir d'ailleurs à l'image tout de suite. Qu'est-ce que raconte ce livre ? Il nous montre aussi que ces reporters de guerre, américains, canadiens, britanniques, ils ont pris des photographies d'enfants parce que ces enfants, c'était aussi le témoignage ou la vision d'une destruction, d'une brutalité, mais aussi cela peut servir en quelque sorte de propagande pour dire, pour raconter pourquoi venir libérer la France occupée, pourquoi venir aussi, je dirais, libérer cette jeunesse pour lui redonner la liberté. Merci beaucoup Marc. En tous les cas, on peut l'applaudir parce que Marc Potier nous a beaucoup aidé. Vous avez vu vraiment le travail qu'ils font sur cette entreprise qu'il co-dirige
sur le patrimoine et la mémoire. Seb. Et puis, en parlant d'enfants, il y a un DVD, une série de DVD qui viennent de sortir. Ça s'appelle Les Grandes Vacances. C'est une série de 10 fois 26 minutes de dessins animés qui ont été diffusés sur France 3 au mois de mai. C'est un des dessins animés les plus intelligents qui m'était donné de voir. C'est l'histoire de deux enfants, deux petits Parisiens, que les parents amènent chez leurs grands-parents en Normandie, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Et ils vont passer 6 ans de grandes vacances en Normandie. On voit la guerre à hauteur d'enfant, on voit la guerre comme un grand jeu d'aventure. C'est impressionnant d'intelligence, c'est l'honneur du service public de produire ce genre de dessin animé. Ce sont les armateurs, la maison de production qui l'ont fait. C'est remarquable, ça devrait être dans toutes les maisons françaises. Voilà, et c'est en vente libre, donc allez-y, comme le dit Jean-Seb. Les commémorations, évidemment, commencent dès demain, et cela pour 100 jours, les 3 mois de la bataille de Normandie et dans toute la Normandie. Merci pour cet engagement, Seb. Justement, demain à 15h20, Mélinda, il y a un documentaire sur un GI reporter. C'est ça? C'est un fabuleux documentaire. Normandie, justement, Marc Potier nous parlait à l'instant de Robert Capa. Eh bien, Tony Vaccaro, c'est quelqu'un qui a marché dans les traces de Robert Capa. Il a débarqué ici il y a 71 ans sur les plages du débarquement. Il était passionné de photographie. Il a réussi à emmener avec lui un appareil photo et il a voulu saisir vraiment toute la réalité de la guerre pour la montrer. Il n'était pas reporter à la base, mais il voulait vraiment montrer la cruauté de la guerre, montrer aussi les moments de réconciliation. C'est quelqu'un qui est très important ici. Il a capturé une photo très connue à Saint-Briac-sur-Mer que nous voyons, le baiser de la liberté, qui demain a été vraiment... hein. Voilà, demain à 15h20 sur les antennes de Haute et Basse Normandie. Merci beaucoup, Mélinda.